Il y a à peine quelques heures, Donald Trump a fait quelque chose qu'il avait juré tout au long de mardi qu'il ne ferait pas. Il a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran, à la demande du Pakistan. Tout au long de lundi et mardi, Trump a répété la même chose. Je ne veux pas le prolonger. Je m'attends à des bombardements. Nous n'avons pas autant de temps. Son vice-président, Vance, a annulé son voyage à Islamabad pour les négociations. L'Iran a officiellement refusé d'y participer. Les chaînes d'information se préparaient à la reprise de la guerre. Et au dernier moment, Trump a prolongé le cessez-le-feu. Tous les médias internationaux présentent cela aujourd'hui comme une avancée, comme une victoire de la diplomatie pakistanaise, comme un pas vers la paix. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas un pas vers la paix, c'est un aveu. Un aveu que les États-Unis n'avaient plus d'option. Que 4 pays de la région, qui ont passé des semaines à supplier l'Iran de s'asseoir à la table des négociations, n'ont pas réussi à le faire bouger. Et que l'Iran a obtenu la prolongation du cessez-le-feu, sans faire une seule concession. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, il faut répondre à une question. Pourquoi l'Iran peut-il dire non à la coalition de médiation la plus puissante jamais réunie autour de ce conflit et obtenir une prolongation du cessez-le-feu au lieu de bombardement? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer que c'est pas de la chance, c'est pas de l'obstination. C'est une structure construite bien avant cette guerre. Et aujourd'hui, elle a donné à l'Iran exactement le résultat qu'il recherchait. Commençons par ce que ces 4 pays ont réellement fait au cours des dernières semaines. Pakistan. Le maréchal Asim Munir, chef d'état-major de l'armée, l'homme que Trump a personnellement félicité par son nom dans l'annonce du cessez-le-feu, s'est envolé pour Téhéran et y a passé 3 jours. Il a rencontré le président Pezeshkian, le ministre des Affaires étrangères Araghchi, le président du Parlement Ghalibaf, qui dirigeait la délégation iranienne à Islamabad. L'accolade chaleureuse qu'Araghchi a donnée à Munir sur le tarmac n'était pas un protocole. C'était le signal d'une relation que les deux parties entretiennent délibérément, parce qu'elles ont toutes deux besoin de maintenir ce canal ouvert. Et Munir a apporté ce que des responsables pakistanais ont décrit comme un nouveau message de Washington. 3 jours à Téhéran, la plus importante présence militaire pakistanaise en Iran depuis le début de la guerre. Avant que Munir ne parte pour Téhéran, le premier ministre Shehbaz Sharif avait déjà passé 4 jours à voyager en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie. Il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman à Jeddah, l'émir à Doha, l'équipe d'Erdogan à Antalya. Ensuite, Sharif a personnellement appelé Pezeshkian. L'appel a duré 45 minutes. Turquie. Erdogan a déclaré publiquement qu'il transmet les propositions nécessaires et mène des initiatives visant à réduire les tensions, prolonger le cessez-le-feu et maintenir les négociations. Il s'agit d'un président en exercice décrivant une médiation active en temps réel. Égypte. Des diplomates égyptiens et des responsables de la sécurité sont confirmés comme messagers actifs entre Washington et Téhéran tout au long du conflit. L'Égypte ne tient pas de conférence de presse sur sa médiation. Elle travaille dans l'ombre. Arabie Saoudite. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Arabie Saoudite exerce une pression directe sur Washington pour qu'il abandonne le blocus. Parce que l'Iran leur a dit explicitement, si le blocus continue, aucun port de la région ne sera sûr. Le prince héritier a reçu Munir, a reçu Sharif, a salué leur rôle constructif et soutenu le processus. Ensemble, ces 4 pays représentent la coalition de médiation la plus vaste, la plus crédible et la plus active jamais réunie autour d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et l'Iran n'a dit oui à aucun d'entre eux. C'est le fait que la couverture médiatique continue d'atténuer. L'Iran a reçu les invitations, il a écouté les appels, il a compris ce qui était en jeu. Et il a publié une déclaration publique officielle par l'intermédiaire de son porte-parole. Il n'y a aucun projet de participation. Et c'est précisément pour cela que Trump a finalement prolongé le cessez-le-feu. Non pas à cause d'une avancée, non pas parce qu'un accord est proche, mais parce que l'alternative, reprendre les bombardements sans accord, signifie une hausse brutale du prix du pétrole au-dessus de 100 $ le baril. Une rupture avec l'Arabie Saoudite qui pousse activement contre le blocus et un climat diplomatique extrêmement inconfortable à 3 semaines du sommet Trump-Xi à Pékin. Et il y a un détail important qui ne peut être ignoré. Pendant les 2 semaines du cessez-le-feu officiel, le détroit d'Ormuz a été totalement ouvert. Pendant exactement
un jour, le vendredi 17 avril. Un jour sur 14. Le reste du temps, le détroit est resté fermé. Le cessez-le-feu, qui devait garantir l'ouverture d'Ormuz, ne l'a garanti d'aucune manière pratique. Revenons maintenant à la question principale. Pourquoi l'Iran peut-il dire non à tous les médiateurs et obtenir une prolongation du cessez-le-feu? Pourquoi l'Iran possède-t-il désormais un tel pouvoir de négociation que même le refus des discussions entraîne un report de l'échéance au lieu d'une reprise de la guerre? La réponse est le même fait structurel qui a servi d'explication pendant toute cette guerre. L'Iran dispose d'un soutien extérieur suffisant pour que le coût du refus ne dépasse pas le coût de l'acceptation des conditions américaines. Et ce soutien extérieur ne vient pas du Pakistan, de la Turquie ou de l'Égypte. Il vient de la Chine. Tant que les achats chinois de pétrole donnent à l'Iran l'oxygène économique nécessaire pour refuser, l'invitation de chaque médiateur devient optionnelle. La Chine achète actuellement 157 millions de barils de pétrole iranien qui se trouvent en mer. Le blocus américain a forcé 27 navires à faire demi-tour, mais il n'a arrêté aucun baril en route vers la Chine. Les revenus pétroliers de l'Iran sont endommagés, mais pas coupés. Les statistiques douanières officielles de la Chine montrent zéro importation de pétrole iranien. Mais les importations enregistrées de prétendu pétrole malaisien ont atteint 1,3 million de barils par jour, plus du double de toute la production nationale de la Malaisie. Le pétrole vient d'Iran, il est réétiqueté, transféré en mer de navire à navire, raffiné par des raffineries chinoises indépendantes. Ce système a été construit au fil des années de sanctions, et le blocus ne l'atteint pas, parce que le langage du commandement central américain exclut explicitement les navires se dirigeant vers des ports non iraniens. Ce langage a été rédigé précisément ainsi, pour éviter d'avoir à arrêter des pétroliers chinois. Parce qu'arrêter un pétrolier chinois créerait une confrontation avec la Chine que les États-Unis ne peuvent pas se permettre avant le sommet Trump-Xi en mai. Avant le début de la guerre, l'Iran exportait 1,68 million de barils par jour. Pendant les semaines les plus intenses du conflit, avec Hormuz fermé et les bombardements américains à leur apogée, l'Iran a exporté 1,84 million de barils par jour, plus pendant la guerre qu'avant. Comment est-il possible qu'un pays dont le guide suprême a été assassiné le premier jour, dont les installations nucléaires ont été bombardées, exporte plus de pétrole pendant la guerre qu'avant? La réponse est le système que la Chine a construit pendant une décennie précisément pour survivre à ce type de pression américaine. Tant que ce système fonctionne, l'Iran a de l'oxygène. Et un pays qui a de l'oxygène peut dire à 4 médiateurs actifs pas encore, et obtenir une prolongation du cessez-le-feu plutôt que des bombardements. Et il y a quelque chose qui rend cet oxygène encore plus important aujourd'hui. La Russie a appelé l'Iran ce matin. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a confirmé la volonté inébranlable de la Russie de contribuer à la résolution de la crise. Et l'Iran, en retour, a confirmé sa volonté de garantir le passage sans obstacle des navires russes à travers le détroit d'Ormuz. Deux pays ont échangé des engagements spécifiques. La Russie reçoit une garantie concernant Ormuz. L'Iran reçoit une couverture stratégique. Et tout cela s'est produit le même matin où l'Iran rejetait publiquement chaque médiateur. L'Iran n'a dit oui à aucun de ces 4 pays. Mais il a déjà dit à la Russie ce qui se passera ensuite à Ormuz. Cette asymétrie montre exactement comment l'Iran classe actuellement ses relations. La position des États-Unis, transmise à travers ces 4 pays, repose sur 2 exigences non négociables. Premièrement, aucun enrichissement d'uranium. Deuxièmement, Ormuz ouvert selon des conditions qui ne reconnaissent pas la souveraineté iranienne sur le détroit. Ces 2 positions n'ont pas changé depuis les discussions d'Islamabad. Vance a déclaré que l'Iran avait parcouru 80% du chemin. Les 20% restants ne sont pas une erreur d'arrondi. Ils représentent toute la question de savoir si l'Iran sortira de cette guerre comme un pays capable d'enrichir l'uranium et de contrôler ses eaux, ou comme un pays ayant abandonné les deux à Washington. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, l'a dit directement. Trump veut transformer la table des négociations en table de reddition. Le président Pezeshkian a déclaré lundi « Il cherche la reddition de l'Iran. Les Iraniens ne se soumettent pas à la force. » Ce sont les paroles du président civil de l'Iran. Le même jour où la position officielle iranienne était « Il n'y a aucun projet de participation ». Le gouvernement civil et le commandement militaire disent publiquement la même chose.
Les 4 pays médiateurs ne peuvent pas réparer un déficit de confiance que les États-Unis aggravent à chaque escalade. La prolongation du cessez-le-feu ne change rien ici, parce que le blocus reste en place. Observez 3 choses dans les prochains jours. Premièrement, si le chef du pouvoir judiciaire iranien tient sa promesse d'aujourd'hui, selon laquelle la République islamique répondra de manière décisive au blocus, si cette réponse arrive, le cessez-le-feu prolongé prend fin dans les faits. Deuxièmement, si l'un des 4 pays médiateurs annonce une délégation iranienne confirmée, pas une source, pas un signal privé, une confirmation officielle qu'un responsable iranien nommé a embarqué dans un avion pour Islamabad. Troisièmement, ce que la Chine fera de la garantie sur Hormuz que l'Iran a donnée à la Russie ce matin. Si la Chine publie une déclaration affirmant que ses intérêts commerciaux à Hormuz sont protégés, surveillez le langage. L'expression spécifique est « liberté de navigation pour les navires chinois » ou quelque chose de similaire. Si elle apparaît, la Chine a déjà fait son calcul. 4 pays suppliant l'Iran de se rendre au Pakistan ne sont ni le problème ni la solution. Ils sont le service postal d'une négociation entre 3 pays et non 4. Et le pays qui ne fait pas partie de ce service postal n'a pas dit un seul mot aujourd'hui sur la question de savoir si l'Iran ira au Pakistan. Observez ce que ce pays ne dira pas dans les prochains jours.